Donc, ma communication va vous présenter un projet qui envisage l'obstacle sous deux points de vue, c'est-à-dire l'obstacle envisagé face à un objet de savoir du côté de l'élève, mais également l'obstacle du côté de l'étudiant en formation à l'enseignement primaire lorsqu'il planifie ses leçons et donc envisage l'obstacle de ses élèves. Ce travail a été initié sur la base d'un constat des formateurs, enfin de certains formateurs et formatrices de la Haute École Pédagogique Béjune, dont vous l'avez dit en Suisse. Nous avons observé en effet que nos étudiants rencontraient certaines difficultés à scénariser leur enseignement et nous avons mené tout d'abord une phase exploratoire et ce projet est aujourd'hui porté par le groupe de didactique comparée de l'institution où nous travaillons, donc la Haute École Pédagogique Béjune. C'est donc un projet en cours. Vous n'aurez aujourd'hui que des résultats intermédiaires et partiels. Nous inscrivons notre propos en reprenant le schéma de la chaîne transpositive, inspiré de Chevalard, Joshua ou encore Vandera Maréchal, et plus particulièrement dans la transposition interne, à savoir comment le savoir est-il apprêté par l'enseignant et dans notre cas, par l'étudiant en formation à l'enseignement primaire, donc le stagiaire sur le terrain, savoir comment il apprête ce savoir à partir de l'existant, les moyens d'enseignement et les outils à sa disposition, les plans d'études, afin de pouvoir le rendre enseignable et, dans un dernier temps, évidemment, pour qu'il soit appris par l'élève. Nos questions pour cette communication d'aujourd'hui, elles s'intéressent particulièrement à la manière d'envisager l'obstacle auquel sera confronté l'élève lors des activités pédagogiques ou didactiques, mais également ce qui peut faire obstacle chez l'étudiant quand il scénarise ce savoir et son intervention. Dans notre institution, nous avons un outil de planification que nous appelons générique parce que cet outil prescrit, donc obligatoire, est identique pour toutes les disciplines que l'étudiant peut enseigner, que ce soit des mathématiques, de l'éducation physique ou sportive, ou encore du français. Cet outil de planification, il a été élaboré dans la perspective envisagée par Gillieu et Perret-Clermont dans la dynamique du prédire, agir et observer. C'est bien sûr un artefact qui devrait, au moment de l'utilisation, donc au moment de l'enseignement véritable, devenir un instrument. Et là, nous nous reposons sur un article de Monnier-Weiss. Donc, cet instrument qui doit permettre l'anticipation d'une intervention et qui doit devenir instrument lors de son utilisation en pratique. L'étudiant est amené par cet outil à identifier le contexte curriculaire, prendre en compte aussi les activités antérieures, les connaissances préalables de ses élèves et bien sûr la prescription officielle, donc le plan d'études en vigueur sur notre territoire et envisager ça dans une progression des apprentissages. Il doit également envisager le déroulement de sa leçon, donc organiser son intervention et cela, il le fait grâce à ce tableau qui comporte différentes rubriques. Il s'agit pour lui de penser toute l'action pédagogique afin que le savoir puisse se déployer. Et nous avons une rubrique particulière que nous avons interrogée plus finement, celle qui est nommée analyse préalable ou analyse a priori, qui devrait envisager l'obstacle de l'élève. Cette analyse a priori, elle paraît comme contrastée dans les travaux d'Artigue, Mercier ou Margolinas. On va reprendre ici Charnay, qui dit que l'analyse préalable est en fait une analyse épistémologique et didactique qui précède obligatoirement la construction d'ingénierie didactique
Et l'analyse a priori est pour Charnay un travail d'hypothèses faites par l'enseignant. Et ces hypothèses portent sur des démarches, des stratégies et des raisonnements, des solutions que l'élève peut mettre en œuvre, les difficultés potentielles et aussi des variables que l'enseignant va élaborer en amont de son activité afin de pouvoir permettre à l'élève de surmonter les différents obstacles rencontrés. On s'inscrit aussi ici dans la théorie des situations de Brousseau. Tous ces apports, tous ces auteurs s'y réfèrent. Cet outil du chercheur, on peut se demander si l'enseignant ou l'étudiant peut se l'approprier, la saisir. Alors, on va ici citer Dorier qui relève l'intérêt de cette analyse a priori ou préalable pour la formation des enseignants. Dorier estime que sans cette analyse, certaines activités peuvent se transformer en tâches vides, hein, en tâches sans apprentissage. Elle doit permettre aussi à l'étudiant de prendre de la distance avec les activités existantes, donc ce qu'il peut trouver dans certains moyens d'enseignement, afin de pouvoir, avec cette distance, saisir et comprendre les enjeux d'apprentissage potentiels des élèves au travers des tâches qui sont proposées. Donc, le didacticien, par l'analyse a priori, détermine le milieu susceptible de générer le savoir, mais l'enseignant, lui, dans son analyse a priori, doit anticiper les freins au bon déroulement et à ce sujet, nous nous référons aux travaux d'Amadesco. Donc, il est attendu dans notre outil générique de planification que les obstacles d'apprentissage soient identifiés, bien sûr, en regard de l'objet enseigné et des tâches que l'élève aura à effectuer, mais également que les leviers de franchissement ou de contournement soient formulés par l'étudiant pour qu'il puisse réagir au moment de son intervention. Alors, on en arrive à notre projet de recherche à proprement dit, proprement parler. Donc, je vous ai parlé de cette phase exploratoire hein, où on est parti d'un constat de nombreux collègues formateurs et formatrices. Et puis, nous avons collectionné des canevas d'intervention et nous avons interrogé 3 étudiants pour évaluer la pertinence de notre questionnement initial. Et on a pu constater dans cette phase-là que les étudiants relevaient une difficulté de s'approprier l'outil en question, donc ce canevas d'intervention générique. Et puis, ils évoquaient aussi la difficulté de l'utiliser au moment de l'enseignement. Nombreux sont les étudiants qui disent que l'outil en question ne permet pas d'enseigner, qu'ils sont obligés de produire un document complémentaire pour pouvoir donner leurs leçons. On a observé ces canevas produits par les étudiants et on s'est aperçu que l'analyse a priori recelait davantage d'éléments liés à la gestion de classe et à la discipline, donc les élèves ne lèvent pas la main, les règles de vie, etc., et au temps, la gestion du temps, ou encore parfois à leur propre action, mais que rarement l'objet de savoir était présent dans cette case analyse a priori. Et donc, les obstacles vraiment liés à l'apprentissage étaient assez rarement présents. Et durant l'année académique qui s'achève, nous avons poursuivi ce travail puisque nous avons un projet qui est cette fois pérennisé avec 3 populations. Donc, on a décidé d'interroger nos étudiants, bien sûr, nos collègues formateurs et formatrices au sujet du canevas d'intervention et particulièrement de l'analyse a priori, mais également les formateurs en établissement. Donc, les formateurs de terrain qui reçoivent nos étudiants dans le cadre de stages de pratique professionnelle. Et on va obtenir auprès de ces 3 populations différents types de données, des questionnaires, des entretiens, mais aussi des canevas d'intervention que nous pourrons analyser plus finement, dans l'idée de pouvoir croiser certains discours et croiser certains types de données. À ce jour, nous avons récolté 18
18 réponses de nos collègues et 102 de nos étudiants. Et nous menons dans le même temps les premiers entretiens avec ces différentes populations et nous collectionnons les canevas d'intervention avec une cible sur français, mathématiques et EPS. Mais ça, c'est en cours de réalisation, ça n'appartient encore pas aux données dont je vais vous parler tout à l'heure. On peut faire l'hypothèse… Attendez, oui, c'est juste. On peut faire l'hypothèse que cette difficulté d'appropriation de l'outil générique peut être liée au discours sur cet outil générique ou au discours de l'outil lui-même. Donc, pour s'approprier un outil, il faut en comprendre les concepts. Donc, le document a des concepts en lui-même et on a aussi ce qu'on appelle dans notre institution une nomenclature qui est en quelque sorte le mode d'emploi du canevas d'intervention. Mais on a aussi tous nos collègues formateurs et formatrices, dont je fais partie, qui accompagnent les étudiants dans la pratique professionnelle. Ces formateurs, formatrices reçoivent les canevas, les commentent. Donc, le discours sur les canevas peut être différent du document aux formateurs, mais également entre formateurs, puisque les étudiants sont visités par les formateurs, par plusieurs formateurs au cours de leur cursus. On a aussi les formateurs et formatrices en établissement qui vont recevoir des canevas et proposer des adaptations, des ajustements et commenter le travail de l'étudiant. On a aussi les didacticiens et didacticiennes qui, dans leur cours académique, s'appuient pour certains sur les outils à disposition des étudiants et vont peut-être travailler l'une ou l'autre rubrique du canevas. Mais également les formateurs en sciences de l'éducation qui vont s'attacher à des concepts génériques. Donc, on peut imaginer ici que l'étudiant doit produire une compréhension à partir de ces différents discours afin de s'approprier cet outil générique. Et on peut faire l'hypothèse que l'hétérogénéité des discours pourrait être un obstacle de l'étudiant. Donc, je suis allée voir pour la communication d'aujourd'hui ce qu'en disaient nos collègues. Donc, du côté des formateurs, lorsqu'on leur demande ce qu'ils intègrent à une rubrique particulière, l'analyse préalable ou a priori, on trouve différentes choses. On a une première catégorie de collègues, qui sont 7 sur les 18 dont je vous parlais tout à l'heure, qui ont des attentes finalement assez floues. L'étudiant qui doit concrètement comprendre ce qu'il intégrera dans cette dernière colonne, analyse préalable ou a priori, se trouve peut-être démuni face à des propos si généraux. On a une autre frange de nos collègues, on n'en a que 2 ici, qui demandent des éléments de 2 ordres différents, à savoir des éléments liés au savoir, mais aussi des éléments liés à la gestion de classe. Et puis, la majorité des collègues, un tout petit peu plus de la moitié des collègues, excluent tout élément de gestion de classe. Ils s'intéressent ici vraiment à l'obstacle et tout ce qui fait lien au savoir et à la tâche. Et on a notamment un collègue qui, lui, se réfère entièrement à la nomenclature institutionnelle. La gestion de classe n'a pas sa place dans cette colonne et il n'y attend que des variables didactiques liées à un obstacle d'apprentissage. Donc, on peut imaginer ici que ces différents discours peuvent déstabiliser ou offrir une compréhension différente d'un étudiant à l'autre et ce qui peut être difficile au niveau de l'appropriation de l'outil à proprement parler. Cette nomenclature institutionnelle, effectivement, elle envisage que l'étudiant anticipe l'obstacle des élèves et qu'il envisage également certains leviers, notamment par les actions de l'enseignant. Ces différents discours sont relevés par les étudiants. Je vous propose ici un verbatim. Il est très long de comprendre une nomenclature du fait que la compréhension de chaque formateur est très différente. Donc, effectivement, ça peut être un des obstacles de nos étudiants
afin d'utiliser cet outil de planification. Mais nos étudiants, que mettent-ils dans cette rubrique? Alors effectivement, nous avons des étudiants qui n'y mettent que des éléments de gestion de classe. Nous en avons d'autres qui y insèrent des gestes professionnels que je qualifierais de génériques, qui pourraient être mis en œuvre quelle que soit la discipline. Il faudra peut-être prendre un deuxième exemple si le premier n'est pas explicite. Vous pouvez tout aussi bien enseigner le français, les maths en ayant cette analyse-là. Et puis, des étudiants qui proposent des éléments, des obstacles liés à l'objet de savoir en jeu dans l'intervention et à la tâche de l'élève pour s'approprier le savoir. Donc, on voit que nos étudiants n'ont pas la même compréhension et n'ont pas la même appropriation d'une rubrique particulière. Est-ce que c'est dû à ce discours hétérogène? Nous allons nous y intéresser par la suite. On peut observer une progression chez nos étudiants. Donc, je vous ai dit tout à l'heure, hein, on a des étudiants qui n'insèrent que de la gestion de classe, vous les voyez ici en bleu, d'autres qui sont mixtes, on va dire, gestion de classe et obstacles liés au savoir, et une troisième catégorie qui ne s'intéresse qu'au savoir. Et on voit ici qu'au fur et à mesure de la formation, en première année, deuxième année et troisième année, le savoir a tendance à se généraliser. On a encore différents éléments liés à la gestion de classe, mais cette compréhension de l'analyse a priori semble de plus en plus présente au moment de l'anticipation de la leçon. J'ai relevé également dans les verbatims soumises par les étudiants, donc ce qu'ils insèrent dans cette colonne analyse a priori, les occurrences du terme obstacle. Et on voit que ce terme apparaît de plus en plus souvent. Alors, ce n'est pas un résultat en soi, on ne peut pas faire une généralité de cela parce que est-ce que ce terme est utilisé de manière rhétorique simplement ou est-ce que l'obstacle est réellement identifié? N'ayant que l'analyse a priori, de par le fait que nous avons utilisé les questionnaires aujourd'hui et pas des canevas, nous ne pouvons pas généraliser. Ce d'autant plus que nous n'avons pas le reste. Nous n'avons pas la tâche de l'élève, donc est-ce que l'obstacle est clairement identifié? Ça, nous ne pouvons pas l'évaluer. On doit être prudent, mais on peut imaginer qu'à l'esprit de l'étudiant, cette difficulté de l'élève peut être quand même liée de plus en plus au savoir plutôt qu'à la gestion de classe. Nous avons interrogé les étudiants quant aux limites qu'ils percevaient de cet outil à leur disposition, de cet artefact. Et puis, les étudiants voient de plus en plus de limites, c'est-à-dire que 57% des étudiants de première année estiment qu'il y a des limites à cet outil et on arrive à 77% en troisième année. Donc là, ça va à l'envers de notre difficulté d'appropriation. On pourrait se dire que plus ils se l'approprient, moins les limites devraient être présentes, mais je vais vous proposer quelques exemples de leurs propos où on peut faire de nouvelles hypothèses. Alors, au niveau des concepts, donc il y a certaines limites qui sont liées aux concepts. En première année, les étudiants estiment qu'il est trop détaillé, probablement parce que les concepts ne sont pas stabilisés et que les étudiants ne savent que faire de ces concepts et estiment peut-être que ces éléments ne sont pas nécessaires à l'enseignement. En deuxième année, on sent une tension, un petit déplacement où les concepts ne sont pas remis en question, mais c'est la catégorisation qui est peut-être difficile. Où est-ce que je mets les éléments auxquels je pense, dans quelle colonne je les place? Et puis en troisième année, là, eh bien, à nouveau, trop de concepts présents dans ce canevas d'intervention et on peut imaginer ici que peut-être les étudiants ont intériorisé certains gestes professionnels et ils ne voient plus l'intérêt de les écrire. Ces éléments d'anticipation. Ils y voient un peu trop d'informations. Des éléments liés à l'outil en lui-même. Alors, la grande critique de cet outil, c'est son ergonomie.
pour certains, ce tableau ne fait pas sens. Il semblerait que certains étudiants n'arrivent pas à enseigner grâce à ce tableau, donc ils produisent des outils complémentaires. Et donc, on peut dire ici que l'instrumentalisation dont parle Monnier-Weiss n'est pas effective. L'idée d'un instrument tel que celui-là, c'est qu'il puisse être utilisé par l'étudiant. Et puis, une charge de travail assez importante pour les compléter, ces tableaux. Mais il y a un dernier élément qu'on souhaite relever au niveau des limites de ce canevas, c'est sa fonction. C'est-à-dire qu'il est prescrit, obligatoire. Un certain nombre doit être fourni aux formateurs en établissement, aux formateurs. Et puis, les étudiants ne perçoivent pas forcément sa fonction d'apprentissage pour eux-mêmes, hein. C'est sa fonction de professionnalisation. Donc, on est un peu dans un discours adressé avec ce canevas d'intervention et du coup, certains étudiants n'en perçoivent pas toujours le sens. Je vais revenir sur cette fonction du canevas de planification. À notre sens, il doit permettre un développement de routine par l'intermédiaire d'un outil générique. Cet outil ou cet artefact doit devenir un instrument et quelque part, il devrait gentiment être intégré et peut-être ne plus devenir nécessaire. Monnier-Weiss estime que le bon outil est non seulement celui qui est utile à l'apprentissage visé, donc ici l'apprentissage de nos étudiants, donc apprendre à anticiper, avoir une réflexion complète sur la leçon qui sera donnée, mais il doit être également utilisable et acceptable. Donc, acceptable conforme aux valeurs de l'utilisateur et à sa conception de l'enseignement. Et là, peut-être qu'on peut revenir à ses fonctions. Si la fonction est clairement identifiée, si elle n'est pas juste un élément de validation de crédit de formation ou une prescription obligatoire, peut-être que l'acceptabilité peut être perçue différemment, mais surtout, il doit être utilisable. Et ça, c'est quelque chose qui est visiblement difficile avec l'outil que nous prescrivons, parce qu'il génère une charge de travail assez déraisonnable, semble-t-il, et une ergonomie peu pratique lors de la mise en pratique. Donc, nous pouvons poursuivre nos travaux en interrogeant également les étudiants qui ne relèvent pas de limites au canevas. Est-ce que cela veut dire que finalement, certains étudiants arrivent à se l'approprier, les concepts sont maîtrisés, l'ergonomie leur convient, ou alors est-ce que tout est si loin de leur compréhension que les limites ne sont pas perceptibles? Donc là, on va aller chercher ces étudiants par des entretiens, voir si effectivement les limites ne sont pas là, par des entretiens, mais aussi par leur propre canevas d'intervention, parce que celui qui ne perçoit pas de limites devrait avoir un canevas irréprochable. Et puis, on peut aussi aller observer les canevas personnels des étudiants, c'est-à-dire ces étudiants qui nous disent « moi, quand je ne suis pas obligée, j'utilise autre chose pour enseigner » et voir si toutes les rubriques, si toute la réflexion de scénarisation est mise en œuvre et sont identifiables sur les préparations personnelles des étudiants. Et à dire que finalement, ce n'est peut-être pas un outil générique qu'il nous faut, mais plutôt un processus de planification que l'on peut mettre en forme, sans doute de manière plus personnelle. Et puis, on pourrait aussi imaginer, si on revient à l'analyse a priori, de se dire que cette analyse a priori, on en voit peut-être des traces dans d'autres rubriques. On s'inscrit bien évidemment dans l'action conjointe ici, avec cet enseignant qui agit et cet élève également. Et peut-être que certaines traces de l'analyse a priori peuvent être visibles dans les autres rubriques du canevas. Et là, ça pourrait nous interroger sur cette rubrique particulière, isolée des autres finalement, alors que nous devons aussi envisager ça dans le cadre de l'action conjointe. Ça démontrerait peut-être aussi une instrumentalisation de la part de l'étudiant,
mais ça ne la prouvera pas. Mais peut-être que si ces traces d'analyse a priori sont visibles ailleurs, c'est que l'instrumentalisation fait plus ou moins son effet. Voilà, je vous remercie de votre attention.